dans Les cosmonautes ne font que passer, il y a une petite fille qui est très déterminée, qui a plusieurs missions très spéciales, dont la première est de devenir cosmonaute, et plus particulièrement Yuri Gagarin, qui était le premier homme envoyé dans l'espace. Et accessoirement, par cette mission de épater sa meilleure amie Constanza ou sa pire ennemie, c'est pas un rapport très constant, et éventuellement de réaliser le grand rêve de son grand-père communiste émérite, qui était de devenir cosmonaute. Sauf que, comme il y a la chute du mur de Berlin et donc la chute du régime communiste en Bulgarie, tous ces rêves seront un petit peu bousculés par les nouvelles valeurs qui arrivent, par ce nouveau monde qui arrive et qui a d'autres héros et d'autres réalités. Et donc cette petite fille va devoir s'adapter, va devoir changer de mission et trouver sa place dans ce nouveau monde. Après la chute du mur, sa première mission, ce sera de devenir punk ou chanteuse grunge comme Kurt Cobain, qui est son nouvelle idole. Donc elle va élaborer plusieurs stratégies pour cela. Elle va déjà s'acquérir d'un look très effrayant, très grunge, voilà. Ensuite, elle va se mettre à chanter, etc. On verra que ça ne sera pas évident, mais bien sûr qu'à travers ces différentes missions de cette petite fille, en fait, on comprend un petit peu ce qui s'est passé en Bulgarie dans les années 90. C'est un roman qui commence en 88, juste avant la chute du régime, et se termine en 97, ce qui est à peu près la fin de la transition démocratique, qui en Bulgarie a duré beaucoup plus longtemps que dans les autres pays, enfin en tout cas qui a duré très longtemps. Et donc voilà, à travers cette histoire de la petite fille, en fait, on va voir un peu la grande histoire et les changements politiques qu'il y a eu en Bulgarie. J'aime bien cette idée-là, qui est un peu l'image de la mosaïque qu'on trouve dès le début du roman. On est face à une image où il y a plein de petits cailloux qui en soi ne racontent rien, mais quand on s'éloigne, on les voit tous ensemble, l'image prend sens et prend forme. Et c'était un peu le but de ce roman-là, de cette écriture-là qui se construisait par fragments. Alors, j'aimais beaucoup l'adresse à la deuxième personne. J'avais assez envie dès le début d'écrire à la deuxième personne au singulier, parce que je pense que ça a été un petit peu inspiré déjà par plusieurs auteurs que j'aime beaucoup, mais c'était aussi inspiré par le fait que mon père avait fait pour moi un journal intime, enfin on ne pouvait pas le dire puisque c'est lui qui l'écrivait pour moi, comme moi je ne savais pas écrire quand j'avais 3 ans, donc de 3 ans jusqu'à mes 10 ans, il a annoté comme ça, de manière aussi très de temps en temps et de manière un peu, des petits épisodes en fait comme ça, de petites histoires qui se passaient ou de questions que je posais qui me faisaient rire comme chaque enfant qui demande n'importe quoi. Et donc ce journal a été mené à la deuxième personne, c'était une adresse à moi, donc tout au long il dit aujourd'hui tu as fait ceci, tu as fait cela, voilà. Donc j'ai été sans doute, même si je ne l'ai pas beaucoup consulté, parce qu'à vrai dire c'est un peu déstabilisant de lire des choses sur notre enfance, puisque on a presque l'impression que ce n'est pas nous. Quand je vois ce que j'ai fait à 3 ans, j'ai l'impression que c'est une autre petite fille. Et donc j'aimais bien justement cet espace-là, cette place-là où on ne sait pas que c'est un peu la place aussi de l'autofiction. Ce n'est pas une histoire autobiographique puisqu'il y a plein de choses qui sont inventées, mais il y a quand même bien sûr beaucoup de choses de moi dedans. Donc en fait c'était un mélange entre moi et elle, et donc ça a donné tu. J'ai pas mal travaillé sur cette histoire d'évolution de la langue de la petite fille qui grandit, donc forcément il devait y avoir une petite différence dans la manière de s'exprimer, puisque dans la première partie elle a 6-7 ans, et dans la deuxième, donc il y a une ellipse, et dans la deuxième partie elle a 13-14. Et ça ne pouvait plus être de la même manière, c'est-à-dire que j'ai voulu garder l'humour quand même tout au long et peut-être cette autodérision qu'on peut ressentir, et cette dérision de manière générale envers tout ce qui se passe autour. Mais il y avait aussi quelque chose d'un peu plus grave que j'ai essayé d'amener en fait, et ça,
Je pense qu'on le voit à travers le ton qui change un petit peu, il y a un peu plus d'effets poétiques, il y a un peu plus aussi de mélancolie. Et même si je voulais quand même garder ce mélange entre burlesque et sérieux, entre drôle et triste. Enfin, voilà, donc c'est un peu entre les deux. Mais voilà, pour moi, dans la deuxième partie, il y a un peu plus de charge émotionnelle qui arrive. Alors, bien sûr, en fait, quand je dis qu'il y avait une charge émotionnelle, c'est parce que pour moi, l'histoire de la Bulgarie, de toutes les manières, elle est quand même assez triste. Et vers la fin, on est face à un grand désenchantement de toutes les grandes idées qu'on a pu avoir. D'une part, le communisme, mais après, on va voir que même la démocratie, quand même, ça va être quand même un peu difficile, ça va mettre du temps à s'installer, etc. Donc, je voulais qu'il y ait quelque chose de triste. Ce n'est pas pour autant que c'est mélodramatique. C'est pas mon style, c'est une phrase, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que j'évite de faire ça. Et puis je pense que même dans la vraie vie, j'aime bien avoir de recul, c'est-à-dire que j'aime bien quand même toujours avoir de l'humour, même dans les situations tristes, parce que je pense que l'humour, c'est une manière aussi de survivre. Et d'ailleurs, l'humour qu'il y a dans le roman, je veux dire, bien sûr c'est le mien, mais il y avait aussi une volonté peut-être de traduire un état d'esprit qu'il y a en Bulgarie, c'est-à-dire que les Bulgares ont beaucoup de sens d'humour, même si on les trouve souvent un peu sournois dans la rue, un peu trop sérieux, un peu. Et en fait, je pense que chez eux, entre eux, ils ont beaucoup de sens d'humour. Et ça, c'est quelque chose qui est en dehors de la littérature. C'est dans la vie de tous les jours. On a un rapport à l'autodérision assez fort. L'autodérision au sens plus national, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on se moque beaucoup de notre pays, puisqu'on ne peut rien faire d'autre. Donc quand on vit dans un petit pays qui n'a pas de bol, et ben forcément, on rigole, sinon on va pas survivre, sinon c'est compliqué. Donc c'est pour ça que même dans les moments un peu difficiles dans le roman, l'humour et les effets d'ailleurs comiques, les procédés restent les mêmes. C'est juste que en plus, j'ai essayé d'ajouter aussi un peu plus d'émotion. Dans la première partie, la petite fille, elle est déjà un peu c'est comme un petit soldat qui a beaucoup de recul de toute façon, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui est presque trop psychorigide et obsessionnelle avec ses listes et émissions. Et dans sa manière de s'exprimer, qui n'est pas du tout enfantine. Quand on lit le roman, on est face à une personne qui en a l'impression qu'elle pourrait être à l'université, puisqu'elle utilise des mots comme toutefois, il serait préférable que, etc. Et bien sûr, il y a aussi un côté un peu lourd aussi de ce langage qui n'est pas du tout adapté à une petite fille. Et c'est vrai que dans la deuxième partie, j'avais envie d'abandonner un petit peu ça, un tout petit peu, et d'amener quelque chose de plus fluide, de plus littéraire, de plus poétique. Donc je pense qu'il y a un petit changement de langage, en tout cas j'ai beaucoup travaillé dessus. Et il faut dire que moi-même, en tant qu'étrangère, et comme c'est quand même mon premier roman en français, c'est mon premier roman tout court, j'ai quand même aussi rendu mon écriture fluide au fil des pages, même si au départ ce n'était pas le but. J'aimais bien le côté un peu brut, le côté un peu maladroit qui était fait exprès. Mais moi-même, j'ai aussi commencé à comprendre que parfois il y a certaines structures qui sont trop vulgaires et ça peut être étrange et drôle, mais ça peut aussi être lourd. Donc j'ai essayé aussi de travailler là-dessus, de voir qu'est-ce que je peux garder de mes traces de langue maternelle dans mon écriture et qu'est-ce que je pourrais adapter pour que ça soit plus fluide, plus musical. Alors moi je vis en France depuis 15 ans. Et c'est ici que j'ai commencé à penser à cette histoire. J'avais très très envie de raconter à mes amis, aux gens autour de moi, ce que j'ai pu vivre ici. D'autant que quand eux ils me racontaient leur adolescence, je me rendais compte à quel point c'est différent, que les contextes dans lesquels on a grandi sont complètement différents. Et du coup ça donne une différente condition, on se construit. Et je trouvais ça intéressant de leur raconter. Et donc, c'était un peu spontané. Évidemment, j'ai écrit en français. Parce que je pense que c'est aussi important que
je veux dire, quand on écrit, il faut aussi qu'on soit très en lien avec la langue de tous les jours aussi. Ça me paraît compliqué de se déconnecter, de se doubler. Quand je suis en France, je vis en français, même si c'est, enfin, pour le dire court, pas pour faire un effet poétique, mais c'est vrai que je pense en français. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas me réadapter et écrire en bulgare quand je suis en Bulgarie ou quand je parle avec des Bulgares. Mais voilà, ça me paraissait important de rester toujours connecté à cette langue française qui est aussi la langue vivante, la langue de tous les jours. Et voilà, je pense que ça, c'est comme par exemple il y a un chapitre qui s'appelle Ta mère et la patrie. Voilà, je sais très bien que, alors que c'est un idiome communiste, la mère, la patrie, voilà, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans plein de discours. En même temps, quand on le dit en français, ta mère, la patrie, ça fait aussi, ça peut résonner comme une insulte, ça peut résonner comme quelque chose de plus argotique aussi. Enfin, ce n'est pas argotique en soi, mais voilà, ça peut faire entendre un langage de rue. Et j'aimais bien, enfin, ça, je n'aurais pas pu le faire en bulgare. Tout comme plein d'autres jeux de mots que je n'aurais pas pu faire si j'écrivais en bulgare. Par exemple, le jeu de mots avec spatial, spécial, ça n'aurait pas été possible dans ma langue. Et voilà, donc je pense que voilà, je suis là, donc je fais ce choix. Alors, l'étranger n'est pas du tout présent dans la vie des Bulgares avant 89. Enfin, je veux dire, l'étranger est quelque chose qu'on imagine, qu'on rêve, qui est interdit, mais c'est quelque chose qui est en dehors de nous, puisqu'on ne peut pas y aller. Et après, avec les années 90, de toutes les manières, il y a en Bulgarie un grand rêve occidental, et très, très américain, mais qui est aussi occidental tout court, que les Bulgares partagent. Ils veulent être, disons que la norme de société qu'ils s'imaginent, c'est la norme occidentale. Et donc ils veulent être comme les Américains, mais aussi ils veulent être européens dès le début. En fait, le rêve de l'Europe, il est aussi très, très présent. Alors la Grèce, les États-Unis, la France, par le personnage de Sylvie Vartan, ce sont des manières de signaler cet Occident dans l'imaginaire bulgare. Moi j'aime beaucoup les performances textuelles. Et la première version de ce texte existait d'abord dans une performance que j'avais faite il y a longtemps, en 2011-12. Où je parlais de ces parents sur la famille, mais donc je décrivais la première fois que j'ai vu mes parents s'embrasser, c'était au moment de la chute du mur. Donc en fait, je racontais cette histoire-là pour un public, donc c'était d'abord un texte qui a existé dans son oralité. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup penser le texte dans mise en espace, de l'imaginer, comment il serait en dehors du livre et comment il pourrait être dit à haute voix. C'est quelque chose qui est important puisque en fait aujourd'hui la littérature elle n'est pas spécialement dans une librairie, elle n'est pas que dans un livre, elle est aussi présente à différents moments sur scène et j'aime beaucoup imaginer les différentes formes. Et ma première formation c'est le cinéma, je suis d'abord cinéaste. Et là, je suis en train de terminer mon premier long métrage documentaire, enfin mon premier documentaire, où il y a aussi une écriture littéraire qu'on voit dans des cartons. Donc ce texte-là, bien que ce n'est pas vraiment la même histoire, mais il y a aussi certaines phrases qui se retrouvent dans le film, même si c'est réécrit, c'est pas le même style, en fait à chaque fois ça change. Mais donc j'aime bien réécrire et penser le texte dans différentes formes, que ça soit oral, mais aussi graphique, etc. Voilà, en fait, le langage dans la première partie, c'était un peu l'inverse du langage d'une petite fille, parce que là, les phrases sont très longues, et c'est vrai qu'au tout début, ma première idée était d'écrire avec des phrases super longues, comme ça, peut-être que ça me faisait penser à moi, puisque j'ai toujours envie de raconter plein de choses dans la même phrase. Et donc c'était ce désir-là, mais à un moment donné je me suis rendu compte qu'au niveau du rythme, ce n'était plus possible d'être que dans une longue phrase. Enfin, moi j'ai ressenti le besoin par moment de couper court, de mettre des phrases très très courtes aussi pour dynamiser un peu le texte. Et voilà, donc et pour pas rester dans quelque chose qui serait juste un effet ou une forme. Au bout d'un moment, je sentais le besoin de mettre des points, donc je les ai mises. Mais c'est vrai qu'au début, on a des longues digressions.
Et voilà, ne serait-ce que ma réponse à votre question, je pense que montre cette manière de m'exprimer qui est la mienne. Moi, j'aime beaucoup écouter des auteurs lire leurs textes s'ils sont de bons lecteurs, bien sûr, parce que des fois, ça peut être un piège. Donc, je suis assez ouverte vers tout genre de lecture à haute voix. Moi, souvent, je choisis de lire mon texte, j'aime beaucoup faire ça. Et j'aime beaucoup cet espace où se trouve l'auteur qui n'est pas comédien, justement, c'est un espace entre deux, mais il le fait à sa manière. Donc voilà, parfois j'aime bien cet effet assez direct du coup qu'on peut ressentir quand on est dans le public et quand on est face à un auteur. J'aime bien les livreurs. Époustouflée, allaitante, émerveillée, rouge, dépassée, luisante, effrayante. Ta mère est au milieu de la chambre et sautille sur un pied, émet des sons et des cris saccadés, t'embrasse et te secoue, souffle de la fumée de cigarette dans ta figure et t'adresse des paroles incohérentes. Pendant un court moment, tu entreprends de pleurer, fortement perturbé par ce comportement, puis tu changes d'avis car ta mère ressort aussitôt de la chambre en hurlant. Tu la poursuis avec hésitation dans le couloir et dans le salon où elle se jette sur ton père, mais pas méchamment, et il paraît de plus en plus évident qu'elle est en fait contente. Le mur de Berlin est tombé, tout semble dire ta mère, mais ces mots s'écrasent sur la joue, sur le cou et même sur la bouche de ton père qui les avale, puis se met également à embrasser ta mère, sur la joue, sur le sourcil droit et, tu le vois bien, sur la bouche. Tu réalises que c'est en fait la première fois que tes parents reproduisent cette chose-là que tu as déjà vu d'autres faire, la voisine, ton grand cousin André qui a déjà 10 ans, alors il a le droit, et plusieurs personnes à la télévision. Ce n'est pas vraiment la chose en soi qui t'inquiète, mais le fait qu'elle est pratiquée chez toi, que tes parents le font eux aussi, comme tous les autres, s'embrasser et donc s'aimer bien.